Ça fait plus de 10 ans que tu travailles auprès des personnes qui commettent des agressions à caractère sexuel ou qui sont en voie d'en commettre. Dis-moi d'emblée, pourquoi on consacre des ressources à des personnes qui commettent ces crimes-là, finalement, alors que au niveau des victimes, des personnes survivantes, de leur entourage, il y a des besoins criants pour se remettre de ces actes-là? OK. Ce que j'en comprends d'emblée, comme tu dis, c'est que derrière ces gestes-là commis, et pour les côtoyer depuis 10 ans, comme tu dis, c'est qu'il y a des besoins d'aide criants aussi chez ces gens-là. Puis on y croit à la réhabilitation, on croit que derrière ces gestes-là, il y a des gens, des humains qui nécessairement ont besoin d'aide. Donc, c'est à ça qu'on croit. Et quand tu parles, dans le fond, qu'il y a beaucoup de ressources au Québec, il y a des grands besoins et il y a peu de ressources. C'est méconnu, ça, je pense, de la part de la population. Il n'y a pas beaucoup de ressources dans les régions pour travailler auprès de ces personnes-là et les besoins sont grands et de plus en plus grands, je dirais même. Au Québec, actuellement, les derniers chiffres démontraient qu'on reçoit, puis heureusement, tout près de 15 millions pour aider les victimes à travers différentes ressources. Et au Québec, au niveau de l'aide auprès des agresseurs, on parle d'environ 1,9 million $. Donc, c'est faux de croire qu'il y en a beaucoup. L'année dernière, on avait 3 ans de liste d'attente. C'est impensable de croire que quelqu'un qui vient demander de l'aide chez nous, qui est référé par la Cour, puis qu'on évalue qu'il y a des besoins, puis il y a des facteurs de risque importants, de lui dire « on va vous rappeler d'ici 3 ans ». Ça fait aucun sens. Dans tes interventions au quotidien, on peut présumer que tu travailles majoritairement, voire exclusivement avec des hommes, avec des garçons, adolescents, adultes qui ont commis des agressions à caractère sexuel, un peu à l'image des prédateurs là, que l'on voit à la télé ou dans les procès médiatisés. Est-ce que c'est le cas? La très grande majorité de notre clientèle, c'est représenté par le sexe masculin, des hommes, des adolescents, c'est clair. Malheureusement, dans les dernières années, il y a une légère augmentation de la clientèle féminine. Mais majoritairement, ça reste actuellement que c'est des hommes. Est-ce que tu penses que cette surreprésentation-là, peut-être, c'est difficile d'avoir des statistiques fiables, là, évidemment, sur tous les actes qui peuvent être commis, va changer dans les prochaines années, considérant justement la médiatisation de plusieurs cas, puis la mobilisation dans certaines parties de la société là, pour contrer les violences à caractère sexuel? Moi, je crois que oui. Puis en plus, même, je pense que les victimes vont changer parce qu'avant, on parlait beaucoup de victimes femmes. De plus en plus, on parle d'agression sexuelle chez les garçons aussi et chez les hommes. Donc, ça va faire en sorte que ça va peut-être aussi modifier, dans le fond, la représentation qu'on peut faire de l'agresseur. Agresseur ou agresseur tout court. Donc, je pense qu'il va y avoir une augmentation, veut pas, de la représentation féminine, malheureusement. Quand tu parles de prédateur, il faut comprendre dans la tête des gens, souvent les gens vont voir quelqu'un derrière un bosquet qui va enlever un enfant et c'est pas le propre nécessairement de tous les gens qui commettent des comportements sexuels délictuels. Pensons juste maintenant à l'opportunité de commettre des délits chez vous dans ton ordinateur. Là. Oui, donc, on ne parle pas de prédateur à ce moment-là. Ou majoritairement aussi, on le sait, que 8 victimes sur 10 connaissaient son agresseur. Donc, encore là, c'est pas de la prédation, c'est de la manipulation. Bien souvent, même, c'est même pas additionné par de la violence, comme on peut l'imaginer, malgré qu'on sait que le comportement sexuel est violent. Là. Est-ce qu'on peut, de par ton expérience, essayer de dresser un profil type ou des points communs à l'égard des personnes qui commettent des agressions à caractère sexuel? Oui, je vais commencer d'emblée par te dire que la personne qui commet des agressions sexuelles, qui a une dépendance à la sexualité au niveau virtuel ou même au niveau des agressions, d'emblée, c'est quelqu'un qui a des problèmes de gestion des émotions. Un peu comme le dépendant à l'alcool, le dépendant au gambling, c'est la même chose. C'est au niveau de la régulation de ses émotions et la sexualité devient ce mécanisme-là. C'est sûr que c'est une prise de pouvoir aussi, hein? On comprend bien sur quelqu'un. C'est quelqu'un d'emblée aussi qui a des problèmes d'intimité dans ses relations. Alors, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi. Nécessairement, ça fait partie, je vous dirais, des caractéristiques premières des personnes qui commettent des comportements sexuels délictuels.
On peut aussi présumer que la majorité des personnes avec qui tu travailles ont des problématiques de santé mentale ou des profils de récidivistes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de décourageant dans le métier que toi et tes collègues vous exercez au niveau des chances de réhabilitation qui apparaissent vraiment minces et c'est même un peu prometteur? Pourquoi consacrer autant d'énergie aussi puis d'implication à cette action-là, à ces interventions-là? Je te dirais que, à prime abord, la personne qui commet des délits sexuels, souvent, elle a plusieurs victimes. Donc, quand on va parler de récidive, c'est vrai qu'elle a plusieurs victimes. Mais au moment où elle est arrêtée, au moment où elle est prise par le système de justice parce qu'elle a été dénoncée ou quoi que ce soit, on va diminuer les chances de récidive à 87 % des personnes ne commettront pas de récidive. Donc, c'est faux de penser que par la suite, il y a beaucoup de récidives. C'est déjà trop, tu me diras 15 % peut-être de récidive, c'est déjà beaucoup. Et si on aide la personne, on la diminue de 50 % cette récidive-là. Donc, on augmente les chances de réhabilitation. Expliqué comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu l'introduction de la notion de déresponsabilisation? Au contraire, hein, le choix d'adopter des comportements sexuels, délictuels, j'ai bien dit le choix parce que c'est un choix. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que les gens qui font ce passage à l'acte-là, même si on parle de problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit, c'est un choix. Donc, on responsabilise complètement les gens dans ce qu'ils ont fait et dans ce qu'ils vont en faire maintenant. Fait que la notion de pulsion incontrôlable, là, c'est réellement un mythe? Je dirais pas ça à ce point-là. Là. Il y a des gens qui peuvent... Tu sais, il y a des stades, je dirais, dans le fond, au niveau de la délinquance sexuelle. Il y a des gens probablement aussi qui ont des problèmes sévères au niveau des pulsions sexuelles. Donc là, oui, il peut y avoir une question de problème de santé mentale et de maladie, si on veut. Mais nonobstant ça, la majorité de nos délinquants, à nous, en tout cas de nos personnes qui consultent chez nous, c'est des gens qui ont des problèmes, qui font des choix et qui font des mauvais choix. C'est difficile de se représenter qu'une personne qui commet une agression à caractère sexuel, qui se nourrit de fantasmes ou qui met en place des stratégies ou des leurres pour attirer des victimes, puisse par elle-même demander de l'aide ou vouloir collaborer à sa réhabilitation. D'emblée, c'est pas la majeure. La majorité des gens qui viennent chez nous ne sont pas volontaires, donc ils sont investis par la cour, par c'est obligatoire. Service. La très grande majorité, c'est obligatoire. Par contre, un coup rendu chez nous, le fait de faire de choix, tantôt on parlait de choix, le choix de rester, le choix de s'investir, là, ça leur appartient. Parce que notre premier mandat à notre organisation, puis à toute organisation qui travaille en délinquance sexuelle, c'est la protection de la société. Donc, dans la mesure où on considère que quelqu'un ne prend pas l'aide qui lui est offerte, ne chemine pas là-dedans, bien, nous, on va faire un arrêt de thérapie, puis on va référer à ce moment-là au système qui l'a référé, système judiciaire ou correctionnel. Donc ça, c'est d'emblée, je dirais que c'est notre première chose. La deuxième, bien, c'est d'aider les gens, mais ils doivent faire le choix après ça de poursuivre. Et la très grande majorité, c'est surprenant de voir ça. Si tu voyais en entrevue ou en début de thérapie chez nous, à un moment donné, il y a comme un soulagement qui s'installe. Parce que passer ta vie à te dire « je vais-tu me faire arrêter? Je sais que j'ai fait des choses. » Parce que fondamentalement, la majorité savent qu'ils n'ont pas fait bien, qui ont quelque chose à se reprocher. Donc, passer ta vie à te dire « je vais-tu me faire arrêter? Y a-tu quelqu'un qui va me dénoncer? Y a-tu... » Puis je suis pas à l'aise là-dedans. Puis oui, ils vivent de la honte, ils vivent de la culpabilité, mais au moment où on commence à travailler avec eux, ça ressort. Donc, la très grande majorité, parce que notre taux de rétention est élevé, la grande majorité poursuivent la thérapie 20 mois chez nous. Donc, il y a une question de choix à ce moment-là, ça ne devient plus une obligation. Bien, de plus en plus, les gens, puis c'est ce qu'on souhaite, hein, puis c'est ce qu'on valorise, puis je pense le fait de sortir dans les médias, tout ça, c'est appel dans un mode de prévention. Donc, nous disent, si je peux relater dans le fond leur phrase, c'est « je suis devant mon ordinateur puis je me reconnais pas, c'est pas moi ça. J'aime pas ce que je fais, fait que j'ai tout débranché, qu'est-ce que je fais, j'ai besoin d'aide. » Donc, ça, c'est notre paye à quelque part. Si on peut valoriser ça, ce geste de prévention-là, c'est avant de prévenir la récidive, c'est de prévenir le geste au départ. Selon toi, avec l'expérience que tu as dans le milieu puis auprès de cet univers-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter efficacement contre les violences sexuelles? Moi, je suis persuadée que la meilleure pratique, c'est la dénonciation. La dénonciation diminue
énormément le risque de récidive, donc le risque de faire une autre victime, et ça aide aussi les victimes à ne pas rester seules avec ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qui pourrait faire là, que demain matin, on fait un pas de géant dans la lutte contre les agressions sexuelles, puis dans l'aide qu'on apporte aux gens là, qui subissent, là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, là, les contre-coups de ça? Travailler ensemble. Travailler ensemble, ça veut dire de cesser de genrer l'agression sexuelle, cesser de penser que les femmes sont nécessairement des victimes, puis les hommes sont nécessairement des agresseurs. Penser que l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, peut être victime, puis que ça ne devrait pas exister, et qu'un homme et une femme peut être aussi un agresseur sexuel, et que ça ne devrait pas exister.